Avant Martin Luther King, un terrain déjà préparé. En 1865, après la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage est décrétée par Abraham Lincoln. Très vite, des suprémacistes blancs, refusant cette abolition, mettent en place un système légal de ségrégation dans les États du Sud. Ce système, régi par les lois de Jim Crow, durera un siècle. Le lynchage des Afro-Américains est la forme la plus violente et la plus monstrueuse de cette ségrégation. Les suprémacistes américains pratiquent 3959 pendaisons entre 1877 et 1950. Ce sont les États du Sud, confédérés durant la guerre de sécession, qui favorisent ces crimes. La Géorgie, avec 586 lynchages, est la plus meurtrière. Le Niagara Movement, créé en 1905 par W.E.B. Du Bois et Monroe Trotter, réclame l'égalité des droits entre blancs et noirs et la fin de la ségrégation. Ce mouvement est à l'origine du NAACP dans laquelle il se dissout. Nous ne devons jamais oublier qu'une noble organisation telle que la NAACP a été organisée par des Blancs. Sermon de Martin Luther King en 1955. 1955, naissance d'un mouvement. 4 jours après l'arrestation de Rosa Parks pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, Joanne Gibson Robinson lance un boycott contre la compagnie d'autobus de Montgomery en décembre 1955. L'arrestation de Rosa Parks est l'élément déclencheur qui conduit King à lutter contre la ségrégation raciale. Il prend, un peu à son insu, la tête de la Montgomery Improvement Association, Association pour le progrès de Montgomery. La stratégie associant protestation non violente de masse et éthique chrétienne devient le modèle de la lutte contre la ségrégation. En décembre 1956, l'affaire a pris une telle ampleur que le tribunal fédéral déclare la ségrégation dans les autobus inconstitutionnelle. Unis, les Afro-Américains ont démontré qu'ils pouvaient mener une action politique disciplinée, non violente et efficace. Il y a un temps où le temps lui-même se prête au changement. Ce temps est venu à Montgomery et je n'y suis pour rien. Déclaration de Martin Luther King à l'Association pour le progrès de Montgomery en janvier 1956. 1957, les fondements d'une stratégie. Fort du succès du boycott des bus, Martin Luther King contribue à la création du Southern Christian Leadership Conference, conférence des dirigeants chrétiens du Sud, en 1957, qu'il présidera jusqu'à sa mort. La spécificité du SCLC est de rassembler des églises noires et d'encadrer la lutte pour les droits civiques en termes moraux. Sa première action, la croisade pour la citoyenneté, débute fin 1957 afin d'inscrire des milliers d'Afro-Américains sur les listes électorales en insistant sur le vote comme moyen de transformation de la donne politique. Dès 1962, le SCLC inclut les questions d'inégalités économiques dans son champ d'action et initie l'opération Breadbasket pour inciter les entreprises à l'embauche des Afro-Américains et exiger une égalité salariale entre noirs et blancs. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Dans Loving Your Enemies, en 1957. 1960, des étudiants déterminés. Emboîtant le pas à 4 étudiants de la NAACP ayant occupé de façon spontanée à Greensboro une cafétéria pour contester l'apartheid dans les espaces publics américains,
des centaines d'étudiants organisent des sit-ins. Si ces étudiants s'inspirent de Martin Luther King et du SCLC, ils décident aussi d'agir à leur façon, contre la vie de leurs aînés, qui craignent pour la vie de ces jeunes. Ces jeunes considèrent que le centralisme autour de Martin Luther King ne favorise pas l'expression démocratique et que la place réservée aux femmes dans le mouvement des droits civiques est bien trop limitée. Au travers du leadership d'Ella Baker, le SCNC, Comité de coordination non violent des étudiants, joue un rôle de premier plan. Tout en restant en retrait, Martin Luther King leur apporte un soutien public, leur permettant une couverture médiatique. Ce qui est nouveau dans votre combat, c'est le fait qu'il a été initié, nourri et soutenu par les étudiants. Discours de Martin Luther King, le 16 février 1960. 1961, des leçons pour le futur. En novembre 1961, des membres du SNCC, de la NAACP et d'autres organisations noires fondent le Albany Movement afin de mener une vaste campagne de contestation contre toutes les formes de ségrégation à Albany, État de Géorgie. Le médecin William G. Anderson, président du mouvement d'Albany, fait appel à Martin Luther King afin d'attirer la presse nationale sur le combat de leur mouvement qui peine à être médiatisé. Le SCLC s'associe temporairement à leurs actions. King est emprisonné à 3 reprises. En août 1962, Martin Luther King se retire de cette campagne après de multiples tensions avec les autres organisations liées, selon lui, à un objectif trop flou. Même si des progrès ont été acquis pour les droits des Noirs, il réalise que des erreurs ne doivent pas être répétées. Albany sert de leçon pour les actions futures. Le moment est venu de pratiquer la désobéissance civile ou d'accepter que notre combat prenne un retard de plusieurs années. Depuis la prison, le 14 juillet 1962. 1963, Birmingham, le projet C. Tout débute par un boycott lancé par le pasteur Fred Shuttleworth, fondateur de l'ACHR, le mouvement chrétien d'Alabama pour les droits humains. Dans la ville particulièrement ségrégationniste de Birmingham, l'objectif est double. Inciter les dirigeants d'entreprises à proposer des emplois aux personnes de toute race et les autorités locales à mettre fin à la ségrégation dans les établissements publics. Un des leaders du SCLC, Wyatt T. Walker, décide de soutenir Shuttlesworth. Il élabore le projet C, une série d'actions collectives dont l'objectif est de provoquer des arrestations massives. Cette campagne pacifique, critiquée pour l'engagement d'adolescents, attire l'attention du monde entier sur la violente ségrégation du sud des États-Unis, obligeant l'administration Kennedy à intervenir. La réputation de Martin Luther King en est grandie. qu'Honor est démis de ses fonctions, le projet C prépara la voie au Civil Rights Act de 1964. C'était une armée, sans autre arsenal que sa foi. C'était une armée qui se plaisait à chanter, mais pas à massacrer. Notes autobiographiques de 1963. Une marche déterminante. En août 1963, les dirigeants des droits civiques organisent une marche sur Washington en faveur de l'emploi et de la liberté, rassemblant plus de 250 000 personnes. Après un concert devant le monument de Washington, les manifestants gagnent le mémorial de Lincoln pour écouter les leaders de la marche. Le point culminant de cette manifestation est le discours de Martin Luther King, « I have a dream ».
Les revendications portent sur l'arrêt de la ségrégation dans les établissements scolaires, sur le développement d'un programme de formation des chômeurs ou encore sur la fin de la discrimination raciale à l'embauche. Prolongeant le succès de la campagne de Birmingham, cette marche oblige l'administration du président Kennedy à préparer une loi interdisant toute forme de discrimination. Elle est promulguée par l'administration du président Johnson en juillet 1964, le Civil Rights Act. Nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déversera comme un torrent et la droiture comme un fleuve puissant. I Have a Dream, août 1963. 1964, prix Nobel de la paix. Le 14 octobre 1964, Coretta S. King apprend à son mari qu'il vient de recevoir le prix Nobel de la paix. C'est au nom des milliers de volontaires engagés dans le mouvement pacifique des droits civiques que King accepte ce prix. C'est pour lui une reconnaissance de cette action non violente. Conscient que le SCLC n'aurait pu obtenir ce prix à lui seul, King fait le choix de distribuer les 54 000 $ qui accompagnent la remise du prix Nobel. 25 000 $ sont offerts à la Société Gandhi pour les droits de l'homme, 12 000 $ au SCLC, 17 000 $ sont partagés entre le corps, la NAACP, le Fonds de défense légale de la NAACP, le Conseil national des femmes noires, la Ligue nationale urbaine et le SNCC. Pour King, ce prix est un signal que l'opinion mondiale est du côté des combattants pacifiques des droits civiques. La beauté d'une véritable fraternité et de la paix est plus précieuse que des diamants ou de l'argent ou de l'or. Discours, Oslo, décembre 1964. 1965, de Selma à Montgomery. L'inscription sur les listes électorales étant quasiment impossible à Selma, Amelia B. Robinson crée, avec 7 autres personnes, la Ligue des électeurs du comté de Dallas. En janvier 1965, King et le SCLC rejoignent ce mouvement auquel participe également le SNCC. En février, lors d'une manifestation pacifique à Marion, Jimmy L. Jackson est abattu par un policier. En réponse à cet événement, une marche de Selma à Montgomery est menée par Hosea Williams et John Lewis le 7 mars 1965. 70 manifestants sont blessés par la police locale sous les ordres du shérif Jim Clark. C'est le Bloody Sunday, dimanche sanglant. Une deuxième marche est organisée le même mois en présence de Martin Luther King. Mais ce n'est que la troisième marche, le 25 mars, qui arrive à Montgomery. En août 1965, le Voting Rights Act est l'aboutissement de ces actions. Le SCLC a considéré que la loi de 1965 était l'un des textes les plus monumentaux inscrits dans l'histoire de la liberté américaine. Notes autobiographiques 1965. 1967, contre la guerre du Vietnam. Dès 1965, King se positionne contre la guerre du Vietnam, mais devant le danger de bloquer le processus des droits civiques, il laisse Coretta se positionner publiquement sur cette question. Mars 1967, la guerre du Vietnam bat son plein. MLK, Martin Luther King, affirme alors que le gouvernement américain dépense environ 332 000 $ pour chaque ennemi tué, contre 53 $ par personne dans ses programmes de lutte contre la pauvreté. King fait le lien entre la guerre et l'injustice. Les bombes explosent au Vietnam et détruisent le rêve et la possibilité d'une Amérique décente.
King apporte un éclairage complet sur ses convictions sur ce sujet ultra-sensible le 4 avril 1967, un an avant son assassinat. Durant la dernière année de sa vie, Martin Luther King déploie son énergie pour dénoncer les 3 plaies de la nation, racisme, pauvreté et guerre au Vietnam. La guerre du Vietnam n'est que le symptôme d'un malaise encore plus profond de l'esprit américain. Notes autobiographiques 1965. 1968, je suis un être humain. En février 1968, suite à la mort de 2 des leurs, les éboueurs de la ville de Memphis, dont 90% sont noirs, lancent une grève. Ils protestent contre les conditions de travail dangereuses, l'insuffisance de leur salaire et pour la reconnaissance de leurs syndicats. Les employés municipaux défilent dans les rues en brandissant des pancartes. « I am a man » « Je suis un être humain » a émergé très tôt comme un thème unificateur pour les Noirs de Memphis. Soutenue par le maire, la police disperse les manifestants à coups de matraques et de gaz. D'emblée, cette grève associe la dimension raciale au problème en cause. Les leaders créent la COM, Communauté en mouvement pour l'égalité, attirant l'attention de la NAACP et du SCLC qui s'impliquent dans les actions de boycott et de marche. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, mais peu m'importe ce qui va arriver, car je suis allée jusqu'au sommet de la montagne. Dernier discours le 3 avril 1968. 1968, un combat inachevé. En novembre 1967, King et les dirigeants du Southern Christian Leadership Conference, le SCLC, se rencontrent et décident de lancer une campagne en 1968 afin d'attirer l'attention sur la situation des pauvres de tous bords et de proposer des solutions. Aussi, nommée la campagne des pauvres, cette marche qui rassemble Noirs, Blancs, Mexicains et Amérindiens est une démonstration politique dont le but est de demander au gouvernement de mettre en place un plan de redressement face aux problèmes du chômage et du manque de logement pour les pauvres. La campagne dure à peine 2 mois. Elle se termine sans Martin Luther King, assassiné en avril 1968. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Martin Luther King, Stride Toward Freedom. Genèse de sa pensée. Au cours de son parcours singulier, Martin Luther King s'inspire de plusieurs sources avant d'en faire la synthèse et de trouver une théorie de l'action qu'il éprouvera par ses engagements. Il reconnaît notamment sa dette envers ses professeurs Benjamin Mays et George Kessler, qui l'ont encouragé à acquérir une solide formation intellectuelle et à se diriger vers le ministère pastoral. Dans sa quête pour trouver une méthode spécifique pour éliminer le mal inhérent à la société, il croise de nombreux penseurs, philosophes, sociologues et théologiens qui le stimulent. À l'évidence, 4 hommes vont avoir une influence déterminante sur lui. Henry D. Thoreau, pour qui le refus de coopérer avec le mal est une obligation morale. Walter Rauschenbusch, qui lui fournit la base théologique de ses préoccupations sociales, s'occuper de l'homme dans son intégralité. Gandhi lui apporte la méthode de la non-violence active et Jésus-Christ, le fondement de sa philosophie, l'amour agapé.
Ce principe, la non-violence active, devint l'étoile directrice de notre mouvement. Le Christ donnait l'esprit et la motivation, Gandhi fournissait la méthode. Martin Luther King, La force d'aimer, 1963. Vie de famille et spiritualité. Martin Luther King Jr., né le 15 janvier 1929 à Atlanta, Géorgie, dans une famille afro-américaine unie de conditions sociales aisées. Son père, Martin Luther King Sr., et son grand-père maternel, son pasteur baptiste. Sa mère, Alberta Williams, institutrice, et la fille d'Adam Williams, pasteur connu pour sa résistance aux discriminations raciales. Pasteur du Ebenezer Baptist Church, ce grand-père a été membre de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People. Ce contexte familial engagé, imprégné d'une morale évangélique, nourrit les idées du jeune King, qui, brillant élève à l'université Morehouse College d'Atlanta, se voit plutôt médecin ou avocat. Cependant, encouragé par ses parents et grands-parents et influencé par plusieurs professeurs eux-mêmes pasteurs, le jeune Martin Luther King choisit la voie du pastorat. Consacré en 1948 dans l'église de son père, il obtient son doctorat en théologie en 1955. Avant d'être un dirigeant dans le mouvement en faveur des droits civiques, j'étais un prédicateur de l'Évangile. C'était ma vocation première et cela reste toujours mon principal engagement. Thou Fool, 27 août 1967. Menace contre un combattant non violent. Aux environs de minuit, je tombai de fatigue dans mon lit, et c'est alors que le téléphone sonna. Je pris l'appareil et j'entendis une horrible voix qui disait en substance « Écoute, sale nègre, on en a marre de toi et ton merdier. Si, dans 3 jours, tu n'as pas quitté cette ville, on te fait sauter la cervelle et ta maison avec. » J'avais souvent entendu cela auparavant, mais je ne sais pourquoi, cette fois-ci, ces paroles m'atteignirent. Je me levai pour aller à la cuisine, me faire un peu de café, pensant que cela me calmerait un peu. À cet instant, je crus entendre une voix intérieure me dire « Martin Luther, lève-toi. Lève-toi pour le droit. Lève-toi pour la justice. Lève-toi pour la vérité. Et je serai avec toi, même jusqu'à la fin du monde. » J'ai entendu la voix de Jésus me disant de poursuivre le combat. Il a promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Martin Luther King, minuit, quelqu'un frappe à la porte. Saint Martin Luther King. Le fauteur de troubles d'hier est devenu aujourd'hui une icône reconnue et admirée dans le monde entier. Pour plusieurs, l'élection de Barack Obama a représenté l'accomplissement du fameux rêve de Martin Luther King. Faire de Martin Luther King un héros irréprochable serait toutefois une erreur. Martin Luther King savait reconnaître lui-même ses faiblesses et confesser ses manquements. Par ailleurs, si des avancées politico-sociales majeures ont eu lieu aux États-Unis grâce à son action, il faut constater que racisme et violence sont encore très présents. Aussi, plutôt que de récupérer King et de le mettre sur un piédestal, il convient de se laisser déranger par la vigueur de ses paroles et de ses engagements. Il s'agit avant tout de tenter de résoudre les questions d'intégration, de justice, de violence et de racisme qui restent en suspens. Je veux juste que vous puissiez dire que j'ai tenté d'aimer et de servir l'humanité. Martin Luther King, 4 février 1968. Les combattantes de la liberté. Martin Luther King n'est pas issu d'une génération spontanée. Des femmes courageuses
l'ont précédé et accompagné efficacement. Leurs grands-parents ont été esclaves. Depuis toujours, elles vivent les affres de la ségrégation. Certaines ont fait des études universitaires. D'autres n'ont pour tout bagage qu'une passion pour la liberté et l'égalité, assortie d'une foi chrétienne sans faille et d'un solide bon sens. Mais toutes n'ont qu'un seul but, permettre à leurs compatriotes afro-américains de sortir du statut de sous-hommes auquel les Blancs de leur pays les ont confinés depuis tant d'années. C'est ainsi que ces femmes ont été quelques-unes des chevilles ouvrières du mouvement des droits civiques lorsqu'il a surgi. Sans elles, rien n'aurait pu aboutir. La justice exalte une nation. La haine rend les gens malheureux. Fannie Lou Townsend Hammer. Les chants de la liberté. Conjuguant raison et émotion, le chant fait partie intégrante de la tradition africaine-américaine. Il fédère la communauté et permet d'intérioriser et de transmettre les messages partagés. Si les prières se muent parfois en chant durant une célébration religieuse précédant une manifestation, les Freedom Songs sortiront de l'église avec les marcheurs. Les chants propulsent alors dans l'espace public, comme au plus profond des individus, des paroles propageant la non-violence prêchée auparavant. We shall overcome, nous l'emporterons. L'hymne principal du mouvement combine un vieil hymne baptiste, I'll be all right, au texte d'une composition de Charles A. Tindley, popularisée durant les années 1940 dans les syndicats mêlant ouvriers noirs et blancs. Il se retrouve durant le mouvement au cœur des manifestations, proclamant envers et contre tout, à temps et contre temps, l'espérance des manifestants. On réservait aussi une grande part de nos rassemblements au chant. En un sens, ils sont l'âme du mouvement. Martin Luther King, Révolution non violente. Assassinat. Le pasteur Martin Luther King prenait l'air sur le balcon de sa chambre d'hôtel lorsque le jeudi 4 avril à 18h, un ségrégationniste blanc lui tire dessus, l'atteignant au visage. Le champion de lutte pour les droits civiques meurt 1 heure plus tard à l'hôpital Saint-Joseph de Memphis. Il se trouvait dans la ville pour soutenir la grève des éboueurs noirs qui réclamaient une égalité de traitement et de conditions de travail avec les Blancs. Cette grève avait dégénéré le 29 mars en de violents troubles raciaux. La police est à la recherche de l'auteur du crime. Partout dans le pays, des émeutes éclatent à l'annonce du meurtre du pasteur. Des menaces se profilent. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai peur d'aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Ce discours, Je vois la terre promise, a été prononcé le 3 avril 1968. L'héritage de Martin Luther King. La journée Martin Luther King, 3e lundi de janvier, est un jour férié national aux États-Unis. C'est l'occasion d'inviter chacun à faire un effort de solidarité. La Fondation Martin Luther King à Atlanta lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Elle a décerné le prix Martin Luther King pour la paix non violente à Desmond Tutu, César Chavez, Rosa Parks, Jimmy Carter, Corazon Aquino, Mikhail Gorbatchev. L'Institut Martin Luther King de recherche et d'éducation de l'Université de Stanford abrite l'ensemble des écrits de King. Il œuvre également en faveur des droits de l'homme et de la justice par des moyens non violents. Le monument à la mémoire de Martin Luther King, construit près du Lincoln Memorial, où Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « Je fais un rêve »,
invite les visiteurs à se souvenir. Sa voix s'est tue, mais son message a sonné comme l'airain tout autour du globe. Harry Belafonte.